Bienvenue sur la 5e colonne et aujourd'hui je vais vous présenter le Kickstarter Village of Valeria, édité donc par Daily Magic Games. Et je ne vous parlerai pas des noms des auteurs car je vais les écorcher forcément, surtout pour l'illustrateur. Un jeu pour 1 et 5 joueurs, 14 ans et plus, pour des parties d'environ 45 minutes. Alors Valeria, c'est une franchise, c'est un univers créé par Daily Magic Games qui existait déjà puisque le premier jeu de cette franchise, c'est celui qu'on va voir ici, Valeria Card Kingdom, qui était probablement un Kickstarter de l'année dernière, je pense, que je ne possède pas, qui était donc déjà un jeu de cartes sur l'univers de Valeria. Donc l'univers de Valeria, on va y retrouver de superbes illustrations qui vont être tout simplement tous les mêmes dans l'univers des jeux qu'ils ont produits jusqu'à maintenant, puisqu'on va avoir on a actuellement 3 jeux produits sur cet univers, donc celui que je viens de vous montrer, le Card Kingdom, Village of Valeria qui est sorti l'année dernière, et puis quelques mois après, on aura eu donc Quest of Valeria que je vous présenterai dans la prochaine vidéo, qui est donc toujours sur cet univers de Valeria. Tout de suite, on va voir ce qui se trouve dans cette boîte, donc sachant que cette boîte est la boîte Deluxe. Donc je pense que la boîte standard va ressembler à l'épaisseur de la boîte de Quest of Valeria. Mais ici, vous avez devant vous l'édition Deluxe que j'ai pledgée donc sur Kickstarter, qui va contenir un petit peu plus de contenu, et je vais vous dire la différence entre les deux boîtes. Parce que je ne sais pas si après le Kickstarter, dans le commerce, on va pouvoir trouver l'édition Deluxe. Je ne sais pas s'ils vont la produire. Donc dans la boîte, on va retrouver une toute petite règle en anglais, bien sûr, parce que le jeu n'est pas traduit. On retrouve sur BGG la traduction de la règle qui n'a pas été faite par moi, mais qui est très bien faite, donc je ne m'y attellerai pas, puisque de toute façon, c'est vraiment quelques pages. Cette petite règle, sachant qu'à la fin on a un mode solo, donc on pourra y jouer aussi en solo. Et puis on a aussi bien sûr en ligne des tutoriels en anglais pour apprendre à jouer, mais je vais vous montrer comment on y joue, donc ça vous pourrez à mon avis vous en passer. Ensuite, dans la boîte, pour l'édition de luxe, on va retrouver un insert qui va nous permettre de ranger les cartes slivées, ce qui est toujours agréable, avec des petits diviseurs comme ceci pour pouvoir classer les cartes tout simplement. La différence aussi, c'est qu'on va y retrouver donc des extensions dans cette boîte de luxe qu'il n'y aura pas dans la boîte standard, qui vont être l'extension la Guild Hold qui concerne ces cartes, plus l'extension Monument qui concerne ces cartes, et puis l'extension Événement qui concerne donc ces cartes. Donc vous aurez ces cartes en moins dans l'édition de base, si je ne me trompe pas. Il y en aura. Enfin là c'était un peu flou sur le Kickstarter, donc concernant une des extensions, donc je ne sais pas si. Je sais que la Monument et la Guild Hall normalement font vraiment partie de la boîte de luxe. Maintenant les événements, je ne sais pas s'ils seront présents dans la boîte standard. Je peux tout à fait me tromper. On va y retrouver aussi pour l'édition de luxe ceci, ces petites choses cartonnées avec un petit plateau de score qu'il n'y aura pas dans la version de base, parce qu'on peut carrément s'en passer. C'est vraiment de l'additionnel pour remplacer par exemple la petite carte cartonnée comme ceci pré-percée. Eh bien on aura tout simplement une carte dans l'édition de base. Et puis la piste, on peut s'en passer, c'est tout simplement pour compter le nombre de cartes. Donc on peut se passer de ça, c'est vraiment un petit plus. Pour aller avec cette piste de score, donc on a des petits châteaux en bois assez sympas qu'on va donc placer sur cette piste. Donc forcément, si vous n'avez pas la piste dans le jeu de base, vous n'aurez pas les petits marqueurs en bois non plus dans l'édition donc de luxe. Dans l'édition de base, pardon. Ça fait partie de l'édition de luxe. Et puis c'est la seule différence. Voilà, pour l'édition de luxe, vous aurez donc cette boîte un peu plus épaisse avec l'insert en plastique pour pouvoir ranger les cartes.
les extensions en plus, la petite piste et ceci. Voilà, ça c'est ce qui concerne l'édition Deluxe, qui donc, je le répète, je ne sais pas si elle sera en vente dans le commerce ou si c'était vraiment une exclusivité de Kickstarter. Ensuite, on va y retrouver donc des aides de jeu, et ça va être dans toutes les éditions. Des aides de jeu qui vont nous rappeler l'iconographie, parce que le jeu se veut très iconographique et quasiment aucun texte sur les cartes. Enfin, il y en a très très peu. Les actions qu'on va pouvoir faire à notre tour de jeu. Les châteaux, donc les cartes aides qu'on retrouve en 5 fois bien sûr, pour 5 joueurs. Les châteaux qui vont représenter la couleur des joueurs, qui va être notre bâtiment de départ. Voilà, chacun avec un graphisme, une illustration différente. Ensuite, on va y retrouver des petits jetons en bois qui vont tout simplement symboliser l'or. Un marqueur premier joueur qui lui fait partie donc, du jeu de base, qui était débloqué pendant la campagne. Tout un cas de cartes bâtiments, comme ceci. Donc je vais vous montrer quelques illustrations, parce que ce jeu, ce qui m'a fait tiquer la première fois que je l'ai vu, c'est les superbes illustrations qu'on a sur les cartes. J'accroche vraiment aux illustrations de ce jeu, de cet univers de Valeria, puisqu'on va retrouver ces illustrations dans les trois jeux. Voilà, donc comme vous pouvez le remarquer, pas mal d'icônes, le nom du bâtiment, un petit pouvoir, des points de victoire. On va revenir à ça dans l'explication de règles, mais on a affaire à des superbes illustrations. Moi, je suis en extase devant ces cartes à chaque fois que je sors le jeu. Donc un gros paquet de bâtiments. Les bâtiments vont être en plusieurs exemplaires donc dans ce paquet de cartes, mais on en a beaucoup de différents. Et puis on va retrouver un tout petit paquet de cartes héros à dos bleu comme ceci, qu'on va pouvoir recruter, enfin faire venir, attirer donc dans notre village. Voilà, toujours avec aussi des superbes illustrations. Le voleur. Paladin. Voilà. Pour le matériel de jeu. Que dire de plus que c'est du super matériel, on a des superbes cartes. Voilà, des petits tokens en bois, tout ce qu'il faut bien. Et maintenant, donc, on va pouvoir tout de suite rentrer dans l'explication de règles de Village of Valeria. Alors, que doit-on faire dans Village of Valeria? Eh bien, on va devoir construire un village, hein, comme le nom du jeu l'indique, dans lequel on va pouvoir, c'est pas une obligation, mais on va pouvoir attirer des héros de passage, hein, l'archer, le paladin, l'alchimiste, le voleur. Voilà, on va pouvoir attirer des héros de passage, et ces héros, principalement, vont nous faire gagner des points de victoire. Voilà, donc, c'est tout à fait intéressant de construire un village assez grand pour pouvoir attirer un nombre de héros différents, car chaque héros va avoir une demande précise en type de bâtiment pour pouvoir être attiré donc dans le village. Sachant que c'est les héros principalement qui offrent le plus de points de victoire. On pourrait très bien finir la partie qu'avec des bâtiments dans son village, mais attirer des héros est toujours plus lucratif. Pourquoi on pourrait finir le jeu avec que des bâtiments dans son village? Car le jeu va se terminer, la fin du jeu va arriver à partir du moment où un joueur aura, donc ça va dépendre du nombre de joueurs, mais en 4 et 5 joueurs, ça sera 10 cartes sur son plateau, et à 2 ou 3 joueurs, ça sera 12 cartes. Donc dès qu'un joueur a 10 ou 12 cartes selon le nombre de joueurs devant lui, sachant qu'on ne comptera pas ces cartes-là, les cartes ressources, on ne les comptera pas, je vais expliquer après, ce sera vraiment les cartes bâtiments et les cartes bâtiments construits et les héros. Dès que quelqu'un a donc bâtiments et héros compris 10 ou 12 cartes selon le nombre de joueurs devant lui, eh bien la partie se termine. On finit juste le tour de jeu et la partie est terminée.
Donc on pourrait très bien avoir 10 bâtiments devant soi, ou un mix de bâtiments et de héros. À partir du moment où on a 10 cartes, le jeu donc se termine. Alors comment va se dérouler le jeu? On va déjà faire la mise en place type. Donc là je vous ai fait une mise en place pour 2 joueurs. La seule différence entre le nombre de joueurs, ça va être tout simplement la réserve d'argent qui va changer. À 2 joueurs on a 14 pièces, et puis à 3, 4 ou 5 joueurs, eh bien la réserve augmente. Dans cette réserve de 14 pièces, en tout cas pour 2 joueurs, eh bien on donne 3 pièces à chaque joueur, qu'il place sur son château, et on distribue de ce deck de cartes 6 cartes à chaque joueur. Et ensuite, on étale 5 cartes bâtiments et 5 cartes héros devant soi sur le plateau. Bien sûr, on aura au préalable mélangé les decks, hein, comme tout bon jeu de cartes. On va donner une petite aide à chaque joueur, placer la piste si on a la version de luxe ici pour noter à combien de cartes on est, mais à tout moment, de toute façon, on comptera les cartes devant soi. Donc c'est pour ça que ça c'est un petit plus. Et puis la carte qui va désigner les actions qu'on fait et le marqueur premier joueur. On choisit un joueur tout à fait au hasard, enfin vous ferez comme vous voulez. Avant de débuter la partie, sur ces 6 cartes, on va en développer gratuitement une en tant que ressource, et puis après on pourra commencer la partie en débutant par le premier joueur. Alors qu'est-ce qu'une ressource? On va le voir tout de suite avec le château. Donc les ressources, ça va être ce petit bandeau qu'on va retrouver sur les cartes. Donc le château, c'est une carte générique, il n'y a rien d'autre dessus, ça sera automatiquement une ressource, et ce qu'on peut voir, c'est que ça nous montre ce petit losange, ce petit carré de 4 couleurs, donc qui veut dire que le château va pouvoir produire une ressource joker, donc une ressource de la couleur de votre choix, donc du type de votre choix, sachant que les ressources sont nourriture, bois, pierre et magie. Et bien avec le château, vous pourrez faire la ressource que vous voulez lorsque vous produirez donc une ressources qui vont nous servir à construire. Donc il va nous falloir des ressources pour pouvoir construire tout simplement des bâtiments, et les bâtiments nous servent à attirer les héros. Voilà comment ça se situe un peu. Donc on nous dit qu'avant de débuter la partie, chacun secrètement consulte ses cartes et choisit une ressource gratuite qu'on va placer dans notre château. Et les cartes sont ainsi, sont recto verso, enfin recto verso, à l'endroit, à l'envers. Hein. Je vais m'expliquer. Donc la première partie de la carte, quand on la regarde comme ceci, on va y retrouver plusieurs indications qui vont être le type de bâtiment que c'est. Donc là c'est un bâtiment avec cette espèce de petit aigle, je ne me rappelle plus comment se nomment les symboles, mais il y a 4 types de bâtiments. Il y a le bâtiment aigle, casque, marteau et puis clé. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est le type de bâtiment, là c'est le nom thématique du bâtiment, le couvent par exemple. Ici c'est les points de victoire qu'il vous rapportera en fin de partie si vous l'avez dans votre village. Ça va être le pouvoir du bâtiment lorsque vous l'aurez posé. Et ici ça va être son coût de construction. Donc ça va être pour la phase de construction. Donc toute cette partie de carte nous intéresse uniquement lorsqu'il est posé devant votre plateau. Maintenant, si vous retournez la carte de l'autre sens, on va y remarquer de l'autre côté des ressources. Donc la carte peut être utilisée de 2 façons, soit en tant que bâtiment standard, ou soit on annule le bâtiment et on pose la carte en tant que ressource. Sachant qu'il y a 4 types de ressources, alors je ne sais pas ce que j'ai eu j'ai eu 3 types de ressources dans mes mains de départ, voilà. La nourriture, la pierre, le bois, mais j'ai pas eu la magie. Et donc, en début de partie, avant de commencer la partie, je choisis une carte. Donc, en général, je regarde les pouvoirs des bâtiments qui m'intéressent. J'ai 2 fois le même bâtiment, par exemple. Eh bien, on ne peut pas, dans son village, poser 2 fois le même bâtiment en cours de partie. Donc, typiquement, je vais me dire, je vais pouvoir défausser, par exemple, le bois, sans trop réfléchir. Et le désigner en tant que ressource. Donc, ça se fait gratuitement en début de partie. Je le place ici, et maintenant à mon tour de jeu, je pourrais produire une ressource joker et du bois. L'autre joueur va faire de même, tous les joueurs font de même. Sans regarder les cartes vraiment au hasard, je vais prendre une pierre que je vais placer ici. Placer une ressource comme ceci annule bien sûr tous les effets de la carte qu'on aurait pu poser autrement. Et ensuite on va pouvoir débuter le tour de jeu à proprement parler. Comment va se jouer donc Village of Valeria? Ça va être un peu comme ça va être un tour de jeu où le premier joueur va faire une action et les autres joueurs autour de la table vont pouvoir suivre cette action. Et s'ils décident de la suivre, eh bien elle va être minimisée par rapport à l'action
du premier joueur. C'est un peu comme il y a pas mal de jeux comme ça, un peu comme Race of the Galaxy. Voilà, quand quelqu'un décide de faire une action, eh bien on peut, si on veut, essayer de la suivre. Donc les actions qu'on peut faire à notre tour de jeu, on va en choisir une et une seule. Eh bien ça peut être Harvest, Develop, Build, Recruit ou Tax. La première, toute simple, Harvest, la récolte, eh bien ça va nous permettre de piocher 3 cartes. Et si on décide de suivre, donc follow, suivre cette action, eh bien les joueurs pourront piocher une carte. Donc en général, tout le monde va suivre cette action, à moins qu'il ait... Non, même pas, tout le monde peut suivre cette action à tout moment. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que le tour de jeu est fini, on ne peut pas avoir plus de 8 cartes en main. On peut toujours avoir 10 ou 11 cartes pendant qu'on joue, mais dès que c'est fini, on doit se défausser des cartes en excédent pour avoir que 8 cartes en main. Donc on va imaginer par exemple que le premier joueur, bêtement, il a 5 cartes en main, il se dit bah, je peux en piocher 3, j'aurai ma limite de main de 8, ça posera pas de problème. Donc il choisit de faire l'action Harvest, et il a le choix de piocher des cartes bâtiments. Hein. Je vous le rappelle, uniquement bâtiments, car les cartes héros, eh bien on va y accéder par une action, et en ayant des bâtiments dans notre village. Donc on ne peut pas piocher de cartes héros en cours de partie. Si l'action piocher, c'est pour piocher des bâtiments. Piocher des bâtiments, je peux piocher un bâtiment en face visible, que je rajoute à ma main de carte, ou face cachée, ça pose aucun problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que si j'en pioche une face visible, eh bien je dois la remplacer immédiatement. Ensuite, je pioche ma deuxième carte face cachée, et puis une troisième face visible, par exemple, et je la remplace immédiatement. Je ne la remplace pas à la fin de ma pioche, je la remplace tout de suite lorsque je pioche une carte, ce qui me permet d'avoir plus de choix face visible. J'ai mes 8 cartes en main, donc ça pose pas de problème. Ensuite, chaque joueur autour de la table peut décider de suivre l'action que j'ai engagée. Et ce joueur-là, bah, il ne va pas se priver, il va prendre une carte, puisque c'est gratuit. Et ça met fin au tour de jeu. On peut passer le marqueur, et le deuxième joueur peut faire une autre action. Alors, il ne va pas faire Harvest, il va se dire, je vais choisir une autre action. Donc il va essayer de développer. Développer, ça nous permet de mettre une ressource de plus dans notre château. Car la majorité des bâtiments, il y en a un qui a 1, mais il y a beaucoup de bâtiments à 2, à 3, à 4. Il va nous falloir beaucoup de ressources pour pouvoir construire ces bâtiments. Ça sera l'action build, je vais y revenir juste après. Mais plus on a de ressources, plus c'est facile donc, de construire les bâtiments. L'action de développement qu'il a choisie lui dit de défausser une carte de sa main pour ajouter une autre carte en tant que ressource dans son château. Et tous ceux qui voudront suivre cette action autour de la table, eux devront faire la même, mais défausser 2 cartes. Ça va leur coûter un peu plus cher. Donc je regarde les cartes que j'ai en tant que ressource. J'ai une magie, j'ai pas eu beaucoup de magie jusqu'à présent. Je vais me dire, tiens, je vais développer la magie. Je pose la magie ici. Et je dois défausser une autre carte de ma main. Je vais par exemple défausser la taverne. Lorsque je défausse une carte de ma main, il n'y a pas de pile de défausse. Pour défausser les cartes, on les place sur la table face visible, au-dessus d'une autre carte déjà présente parmi les 5. Donc par exemple, défausser une carte ici. Et si j'avais une autre carte à défausser, eh bien je pourrais toujours empiler sur la même, ça pose pas de problème, mais on empile toujours donc, sur les cartes présentes autour de la table. J'ai développé ma ressource, le deuxième se dit, j'ai déjà 8 cartes en main, je vais en profiter aussi, je vais suivre, je vais faire aussi une magie. Il n'y a aucune stratégie, hein. C'est tout à fait aléatoire que je fais ça, je regarde rien du tout, c'est juste pour vous expliquer les règles, et par contre lui doit défausser 2 cartes. Donc il pourrait très bien défausser une carte sur la pile où il a déjà défaussé une carte, l'autre joueur avait déjà défaussé une carte, et puis une autre carte sur une autre pile, ça ne pose pas de problème. Voilà comment on développe des ressources dans son château. Donc on peut avoir un nombre illimité de ressources dans son château, ça ne pose pas de problème. Et ces cartes-ci ne comptent pas dans la limite de 10, donc on est toujours à 0 cartes posées sur le plateau. On revient donc à l'autre joueur qui lui va cette fois-ci, si possible, donc il faut qu'il regarde son deck de cartes, faire l'action de construction, parce que c'est bien de vous expliquer, mais si je ne peux pas la faire, voilà, donc typiquement, je vais tricher, je vais remplacer cette carte-là pour l'explication. Et il va choisir donc l'action de construction. Donc on nous dit
de produire les ressources de la carte qu'on veut construire pour pouvoir l'ajouter à mon village, et ensuite je piocherai une carte, et tous ceux qui veulent suivre vont pouvoir faire exactement la même action, mais ne piocheront pas la carte gratuite. Donc je vais regarder les cartes que j'ai en main, mais oh bonheur, j'ai une carte qui me coûte juste une pomme, donc une nourriture pour construire le bâtiment. Ça tombe bien, puisque les autres bâtiments, je n'avais pas ce qu'il fallait pour construire, car actuellement je n'ai que la magie, le bois et une ressource joker, et là on me demandait 2 ressources nourriture que je n'ai pas actuellement, donc il m'aurait été impossible de construire ce bâtiment, mais par contre celui-ci, il me faut une nourriture que je n'ai pas, mais comme j'ai mon château qui me permet de produire une ressource bonus, je vais pouvoir construire la tannerie. Pour construire, eh bien, il faut dépenser les sous, enfin on ne les dépense pas, mais on va utiliser les sous qu'on a dans notre réserve et les placer sur la carte qui produit la ressource. Donc je place une pièce sur mon château pour que mon château produise une nourriture pour que je puisse placer devant moi la tannerie, ce qui me permet donc d'augmenter ici car j'ai posé une carte, c'est le blanc, pardon. Et lorsqu'on pose une carte, on applique ou pas son pouvoir. Si c'est un pouvoir avec le petit éclair comme sur cette carte, c'est un pouvoir immédiat, donc qui s'applique à la pose du bâtiment. On aura aussi des pouvoirs voilà, où il n'y a pas l'éclair, donc j'y reviendrai après, qui s'appliquent de manière différente. Donc là en tout cas c'est un pouvoir immédiat, et c'est un pouvoir assez intéressant, car il me permet de prendre une pièce de la réserve, à condition qu'il en reste. S'il n'y avait plus de pièces dans la réserve, eh bien, le pouvoir s'active dans le vide. Là, heureusement, j'avais prévu le coup, il y a des pièces dans la réserve, donc j'en prends une que je rajoute à mon stock de cartes. À mon stock de pièces, pardon. Ensuite, j'ai le droit de piocher une carte, donc j'ai pioché une carte... alors, est-ce qu'il y a une carte intéressante pour que je vous montre le prochain effet? Non, donc j'ai en pioché une au hasard, que je mets dans mon deck de cartes. Le deuxième joueur peut suivre l'action et décider de construire. Alors, est-ce qu'il peut, avec les cartes qu'il a en main, il pourrait, donc il va le faire, et ça va me permettre de vous expliquer une autre option de construction. Ce qu'il faut savoir quand on a construit, c'est que les pièces qu'on place sur les bâtiments vont rester bloquées jusqu'à ce que mon tour de jeu, en étant premier joueur, revienne. Donc c'est-à-dire que lorsque le marqueur va passer à ce joueur-là, ma pièce va toujours être bloquée sur mes cartes. Donc si jamais ce joueur, lors de son tour de jeu, choisit une action de construction, que normalement je peux suivre, et bien s'il y a des pièces sur les cartes ressources que j'aurais dû utiliser pour pouvoir construire mon bâtiment, eh bien je ne pourrai pas construire tant que je n'aurai pas débloqué ces pièces. Et le seul moyen de débloquer les pièces qu'on a placées sur les cartes, c'est lorsqu'on devient premier joueur qu'on va récupérer ces pièces. Donc on va le voir tout de suite quand on va passer au deuxième joueur. Donc celui-ci a décidé de suivre l'action de construction de ce joueur, et il va décider de construire donc ce bâtiment. Pour construire ce bâtiment, il lui faut une nourriture, un bois et une magie. Et on voit qu'il a la magie, une pierre et une ressource joker. Donc il n'a pas assez de ressources, mais on a le droit, et c'est ce que je vais faire. Donc je vais dépenser ma magie, dépenser ma nourriture nécessaire en utilisant les ressources joker du château, et la ressource qui me manque, qui est le bois, je vais aller la chercher chez un autre joueur. On peut faire ceci pour construire un bâtiment, mais c'est punitif puisque le fait de le faire, eh bien, on place la pièce chez son voisin, ce qui veut dire qu'on perd la pièce d'or, on la donne à son voisin pour avoir utilisé la ressource. Donc il faut faire cette action assez, avec parcimonie, mais ça peut permettre de poser un bâtiment assez puissant à votre tour de jeu alors que vous n'avez pas la ressource demandée. Et donc on donne la pièce à un autre joueur qui lui va garder cette pièce puisqu'il va la récupérer lorsqu'il deviendra premier joueur à nouveau. Donc j'ai construit mon bâtiment, il y a un pouvoir dessus mais qui ne s'active que dans l'action taxe, je vais y revenir après. Et je n'ai pas le pouvoir, comme je n'ai que suivi, je n'ai pas le pouvoir de piocher une autre carte, donc ça met fin au tour de jeu, tout le monde a suivi autour de la table, le marqueur revient au premier joueur.
Comme je vous l'ai expliqué juste précédemment, le fait de devenir premier joueur me permet de débloquer les ressources et de les replacer sur mon château, ce qui va me permettre de faire une action de construction si j'ai envie. Tous les joueurs peuvent faire la même action d'affilée, il n'y a pas de problème. Mais pour l'explication de développement, pardon, de construction, oui, mais je ne vais pas faire l'action de construction, je vais tout simplement faire l'action de taxe, donc là, qui est la dernière, puisque l'action de recrutement, je vais vous l'expliquer juste après. Donc l'action de taxe me permet de collecter un or et de piocher une carte, et tous ceux qui suivent, par contre, ne peuvent que piocher une carte. Donc, action de taxe, je pioche un or, je pioche une carte, et tous les autres joueurs autour de la table décident s'ils veulent ou pas. Quand on suit, c'est toujours au bon vouloir du joueur, il n'est pas obligé de faire l'action de suivre. Donc le premier joueur décide de suivre puisqu'il a moins d'une carte en main, donc il ne va pas se priver. Il aurait très bien pu prendre une carte face visible, ça posait aucun souci. J'ai fait une action de taxe, et préalablement j'ai posé ce bâtiment qui me dit que lorsque je fais une action de taxe, eh bien lorsque je pioche une carte, eh bien je peux piocher un or. Donc cette action, ces pouvoirs de bâtiment ne marchent uniquement que lorsque c'est moi qui initie l'action de la taxe, parce qu'on me dit bien que lorsque je pioche une carte lors de l'action taxe, et je ne pioche une carte que lorsque j'initie cette action, eh bien je pioche une pièce. Donc ça fait que je pioche une pièce de plus de la réserve. Donc c'était une très bonne action. J'ai donné une pièce à mon voisin, mais par contre j'en ai récupéré deux en posant ce bâtiment. Donc voilà comment on peut comboter un petit peu dans le village of Valeria, parce qu'il va y avoir beaucoup de combos comme ça pour arriver à ses fins dans le village of Valeria. Ensuite, on passe au marqueur suivant, et puis de la même façon, il récupère les pièces qu'il avait mis sur ses bâtiments. Il commence avec 5 pièces, c'est pas mal, et il va choisir une dernière action. Et là, je vais avancer un peu fictivement dans le jeu pour vous expliquer l'action de recrutement, qui est payer un or pour ajouter un aventurier à son village. Tous les autres joueurs pourront suivre, mais ils devront payer 2 or, donc ils vont payer plus cher pour recruter un héros, un aventurier dans son village. Donc à chaque fois qu'on pose une carte, bien sûr, il faut mettre à jour la petite piste ici. Alors, recruter un héros dans son village vous coûte 1 or. Déjà, il va falloir défausser un or pour pouvoir recruter le villageois l'aventurier de votre choix. Mais les aventuriers, je vais en prendre un, par exemple celui-ci, ont des prérequis, c'est-à-dire que pour pouvoir recruter cet aventurier, il faut que vous ayez de présent dans votre village un bâtiment marteau, un bâtiment clé. Or, je n'ai qu'un bâtiment marteau, et c'est pour ça que je vais tricher, et que je vais mettre ce bâtiment comme si je l'avais construit. Et donc, si j'étais dans ce cas de figure, eh bien, j'ai le bâtiment clé demandé et le bâtiment marteau demandé par l'alchimiste. Je peux, pour une pièce d'or, ce que je viens de faire, le recruter et le placer ici, en dessous des bâtiments, dans mon village. Et c'est comme ça qu'on va recruter les héros qui sont sur la table. Ensuite, le joueur suivant va pouvoir suivre et payer 2 pièces d'or pour faire de même, si bien sûr il a les prérequis dans son village. Alors là, il ne l'a pas parce qu'il a qu'un seul bâtiment clé, il faudrait 2 bâtiments clés pour pouvoir, par exemple, recruter cet aventurier. Et donc il ne peut pas. De la même façon, lorsqu'on recrute un aventurier, c'est exactement comme les bâtiments, il y a un pouvoir qui s'applique immédiatement ou pas. Ici, dans le cas de l'alchimiste, oui, puisque c'est un éclair. On vous dit de piocher une pièce d'or, de jeter une carte et de piocher une pièce d'or. D'ailleurs, je me suis trompé sur la taxe tout à l'heure, pardon. La taxe nous disait de jeter une carte pour piocher une pièce d'or. Donc j'aurais dû défausser une carte pour pouvoir piocher une pièce d'or. Et l'alchimiste nous permet de faire pareil, donc je défausse une carte. Et je pioche une pièce d'or. Voilà. Et donc ça, les pouvoirs éclairs ne sont actifs qu'une fois, forcément. Mais on va retrouver... donc on va voir d'autres pouvoirs sur les personnages, souvent, qui vont vous faire gagner des points de victoire en fin de partie. Par exemple, le Butcher nous permet de gagner 1 point de victoire par bâtiment marteau qu'on aura dans notre village
en plus du point de victoire qu'il offre lui-même. Donc voilà, il y a plein de combinaisons comme ça. Donc généralement les gains de points de victoire c'est fait par les héros, et puis ici c'est des gains par rapport aux actions. Alors par exemple celle-ci, voilà, chaque fois que vous ferez une action de construction, vous défaussez 2 cartes et vous produisez une ressource supplémentaire Joker. Ici à chaque fois que vous faites l'action construction, vous avez gratuitement un bois pour faire votre construction. Voilà, il y a un tas de pouvoirs différents qui agissent sur les 4 actions du jeu, Harvest, Développe, Build, Recrute et Taxe, ainsi que des pouvoirs immédiats. Donc il y a un tas de combos à faire dans le jeu, ce qui le rend assez intéressant. Donc cette petite carte, je vous en ai pas parlé, mais tout simplement, lorsque le premier joueur fait une action, eh bien, il place le marqueur ici pour signifier qu'il fait une action Harvest à tous les autres joueurs autour de la table. Voilà, bon, ça si on l'utilise ou pas, si on veut, c'est vraiment bon, un petit plus. Il suffit de dire haute voix, je fais de la récolte, et puis ça suffit largement pour jouer. Voilà, donc 8 cartes en main maximum. Une fois qu'on a nos 10 cartes par exemple, alors à 2 joueurs ça sera 12, une fois que quelqu'un a 12 cartes en main, ça met fin au jeu, et puis on passe au décompte des points de victoire. Les points de victoire, c'est tout simplement les points qu'il y a sur tous les bâtiments, ainsi que sur les conditions. Tiens, par exemple ici on a un bâtiment qui fonctionne un peu comme les héros, qui nous donne un point de victoire par bâtiment clé, y compris celui-ci. Donc 2 points de victoire pour l'arbor, 0 pour la tannerie, 3 pour l'alchimiste. On fait le total des points de victoire ainsi que des conditions qu'il y a sur les cartes. Et celui qui a le plus de points de victoire a gagné. En cas d'égalité, c'est celui qui a le plus d'or. Et s'il y a toujours égalité, ce sera celui qui a positionné le plus de ressources dans son château qui gagnera la partie. Voilà, je ne suis pas rentré dans les détails des pouvoirs de tous les personnages. Alors vous retrouvez en fin de règle les personnages les plus compliqués qui sont expliqués, voilà, clarification des cartes pour pouvoir ne pas se tromper sur leur pouvoir. Donc il n'y a pas tous les pouvoirs de cartes. Si vous voulez exactement toutes les cartes décrites, eh bien vous pourrez aller les chercher sur sur le site de Daily Magic Games, pardon, où vous pouvez télécharger le fichier, donc il vous explique exactement tous les pouvoirs des cartes. Mais ils l'ont pas mis dans la règle, tout simplement parce que c'est assez simple, il n'y a pas trop de questions à se poser, mais si jamais vous en posez, vous pourrez aller sur leur site, vous trouvez toutes les cartes expliquées pour tout leur jeu. Voilà pour l'explication de Village of Valeria. Donc vous aurez compris que ça se joue ainsi. On essaye de comboter au mieux et d'aller assez rapidement pour pouvoir griller la place pour être premier à poser le plus de bâtiments, mais en même temps il faut essayer de scorer un maximum. Et puis de profiter ou pas des actions des autres, surtout l'action de construction. Faites attention parce que lorsqu'on suit l'action de construction de quelqu'un d'autre, par exemple si on joue à 4, à 2 c'est moins pénalisant, mais à 4 on décide de suivre l'action de construction de quelqu'un, du premier joueur, et on est 4e joueur, et bien on ne va pouvoir reconstruire qu'à partir du moment où ça reviendra à notre tour et qu'on pourra récupérer tout simplement les pièces, parce que je vous le rappelle, suivre ou faire une action de construction vous fait mettre des pièces sur les cartes et ça bloque vos cartes tant que vous n'avez pas récupéré le marqueur premier joueur. Voilà pour l'explication de Village of Valeria. Alors moi personnellement j'adore ce jeu, je le trouve super sympa à jouer. Alors j'y ai beaucoup joué à 2, donc à 2 ça tourne très très bien, pas de soucis. Les illustrations, alors elles sont magnifiques. Enfin moi personnellement j'accroche à ces types d'illustrations. Voilà, je trouve le matériel super top. Le jeu n'était pas vendu très cher, dans les 20, bien que ça c'était l'édition de luxe, mais dans les 25-30 euros pour l'édition de base je crois. Donc ça en fait un très bon jeu. Alors est-ce que ça fait pas doublon par rapport... alors ce type de jeu doit y en avoir d'autres, hein, je suppose, hein, je connais pas tous les jeux de cartes comme celui-là. Dans d'autres univers, il y en a sûrement d'autres. C'est pas une mécanique voilà, très évoluée, hein, elle doit se retrouver dans beaucoup de jeux. Mais moi j'aime bien cet univers de Valeria, je trouve que ça accroche bien avec ceci. Alors est-ce que ça fait pas doublon avec Card, le Quest of Valeria ou
ou le Card Kingdom, on se retrouve certainement dans le même univers avec des mécaniques qui diffèrent légèrement. Ne connaissant pas Card Kingdom, je sais que c'est plutôt des combats. On jette des dés pour combattre des monstres, à amasser plus de monstres tués. Je pense que ça devait être ça la thématique, hein, ne le connaissant pas, mais l'ayant vu furtivement, je pense que c'est ça. Et dans Quest of Valeria, on va devoir faire le plus de quêtes avec une mécanique légèrement différente de celle-ci. Alors c'est vrai qu'on se retrouve dans le même univers, mais ça fait quand même des jeux aux mécaniques légèrement différentes. Et moi j'ai une petite préférence pour l'instant en tout cas. Peut-être qu'avec le temps ça va me lasser, mais pour l'instant j'ai une petite préférence pour la mécanique de Village of Valeria, plutôt que Quest of Valeria, ce qui n'enlève rien au jeu Quest of Valeria, qui est très bien aussi. Hein. Mais j'ai une petite préférence pour cette mécanique. Voilà en tout cas pour Village of Valeria, et puis je vous invite à suivre la vidéo de Quest of Valeria pour que vous voyez la différence qu'il y a donc entre les deux jeux. Sur ce, je vous dis à la prochaine.